Votre papa était un troubadour. Oui. Bonjour France Brel. Bonjour Patrick. Votre papa, c'est Jacques Brel, bien sûr. Un troubadour, c'est le titre de ce nouveau livre. Incroyable, la suite, volume 2 de ces chroniques d'une vie de votre papa. Immense artiste, dont la voix résonne encore aujourd'hui. Vous dirigez cette fondation Brel à Bruxelles. Et là, c'est le troubadour. Vous nous montrez des documents qu'on n'avait jamais vus. 3 ans de la vie de Jacques Brel. 3 ans dans un livre, 300 pages pour raconter 3 ans. 3 années qui sont totalement essentielles. Parce que je pense qu'il était très important, en tous les cas pour moi, en continuant cette chronique, de montrer au public quelle est cette personnalité qui est derrière ce troubadour qu'il va devenir. Et il faut bien tout ça, parce qu'il traverse 3 années essentielles dans son existence, où il va rencontrer des gens, il va rencontrer l'amitié, il va rencontrer l'amour, et il va surtout rencontrer le plaisir du groupe, de chanter en groupe, d'écrire des textes, et parfois de faire des premières chansons. Et l'une de ces premières chansons sera sur Saint-Exupéry. Oui, on va regarder aussi des images d'un documentaire, Le Pacifique. On regarde ces images ensemble, France Brel, parce que votre père, on ne cesse de découvrir des facettes. On a l'impression qu'on ne le connaîtra jamais vraiment. Oui, il y a de ça. Et c'est pour ça aussi que écrire les 3 années essentielles, c'est vraiment pour se dire, mais il est multiple cet homme. Et c'est d'abord un homme hors du commun qui va devenir un artiste. Oui, regardez ces images et écoutez cette fois. J'avais en fait en face de moi quelqu'un qui allait m'apprendre que le succès, que l'argent, que la renommée, que tout ce qui est cette espèce de superficialité des choses, ça ne sert à rien. Bonjour Mich. Cette fois-ci, les journalistes donnent toute la mesure de leur grandeur. Je suis pourchassé d'île en île. Ça n'est pas drôle du tout, et j'imagine bien que pour toi, ce doit être une forme de torture assez évoluée. La presse, putain de merde, enfin. Enfin, ce qui me préoccupe tout le temps, c'est le bonheur. Je marche au bonheur, je vais voir où il est. Je le trouve pas toujours, mais je vais le chercher. C'est ça qui m'intéresse. Il n'était jamais en place. C'était pour le plaisir de piloter, pour le plaisir de bouger. Depuis la Franche-Comté, il n'est pas en place. Enfin, avant même. Mais puis, je crois que c'est un homme qui s'ennuyait profondément, enfin. Ah, il s'ennuyait. Un homme qui s'ennuie s'en va tout le temps. Et je suis très souvent triste. Je vis en dents de scie. Tout à fait. Il ne savait dire jamais non quand on lui demandait du fric. Mais c'est pas vrai. Si quelqu'un me dit qu'il avait trouvé la sérénité à Ivaoa, bonsoir. Hein. Moi, je crois qu'il s'emmerdait comme un vieux rat. Il arrive un moment où ce rêve n'est plus suffisant. Enfin, c'est comme un drogué, il faut augmenter la dose. Non, pas d'autre chose. De la même chose, mais plus violemment, d'une manière plus absolue. On est de plus en plus seul, donc là, il faut compenser de manière de plus en plus forte. On est de plus en plus seul, donc il faut compenser. On entendait sa voix, là. Oui. Et pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit on est de plus en plus seul? Mais parce qu'il le pense vraiment. Je pense que toute sa vie, il a eu des gens autour de lui. Il a été disponible. Il a rencontré des tas de personnes passionnantes, peut-être moins passionnantes, mais il les a écoutées. Et final de tout ça, c'est que la solitude est là et on est de plus en plus seul. Oui, là, ça démarre dans ce livre qui s'appelle Un troubadour. Regardez, c'est extraordinaire. Il est gamin, là. Hein, oui. Et en quelle année, la France? Là, on est en 1947, au mois de mai 47. Ouais. Et en fait, c'est le baptême de son neveu. Et on lui a demandé d'être parrain. Et donc, voilà qu'il accède au statut de parrain. Mais c'est à peu près à ce moment-là que commence effectivement l'histoire. Mais ce que j'ai surtout voulu faire avec ce 2e tome, effectivement, c'est de le commencer par un échec qui est très important. Parce que la notion d'échec est importante dans la vie de Brel, comme dans la vie de tout le monde d'ailleurs. Et cet échec, il va le connaître plus tard également. Il va avoir des difficultés, mais on n'en est pas là encore. Et là, c'est vraiment l'histoire d'un gamin qui est renvoyé de l'école. Il est triste, il est malheureux, il ne comprend pas. On vient de l'entendre. Je suis triste très souvent. Cette tristesse va le poursuivre. Il est renvoyé, donc il s'enferme dans sa chambre. Il vit dans cette solitude. On l'entendait, sa voix, encore des années après, il en parle de cette solitude. Oui, il parle de cette solitude. Et dans l'extrait qu'on vient de voir, vous avez entendu qu'il y a de la musique classique. Et que fait-il dans sa chambre? Il écoute de la musique classique. Oui. Il y a une lettre que vous publiez, parce qu'il va rencontrer... J'allais dire l'amitié, mais il va aussi rencontrer l'amour. Les deux, d'ailleurs, sont en parallèle. Hein. Et cette femme s'appelle Mich, c'est votre maman. Et il la rencontre et elle lui écrit. Et dans une lettre que vous publiez dans ce livre, elle dit en gros, je sais que tu auras besoin de liberté. Je ne veux pas être un boulet pour toi, ou alors je serai un boulet très léger. Tu pourras vivre ce que tu veux, je serai toujours là. Absolument. C'est incroyable.
Oui, c'est incroyable parce que, d'abord, d'écrire ça alors qu'ils vont se fiancer 6 mois plus tard. Et ma mère écrit ça parce que c'est ce qu'elle ressent. En fait, elle a tout de suite senti que mon père était quelqu'un d'incernable et qu'il avait un immense besoin de l'autre, de bouger, et qu'elle n'allait pas être, ou en tous les cas, ne pas exiger d'être la priorité dans la vie de Jacques. Et ça va souder ce couple. Ça va être, je dirais, quelque chose qui va bétonner ce couple, et ils vont traverser des tas de choses, et elle écrit ça avant le mariage, et elle pourra encore le dire à la fin, et toute leur vie. Ce mode d'emploi que ma mère, cette déclaration d'amour que ma mère fait à mon père, sera d'actualité. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ne comprenaient pas le couple. Oui. Et c'est pour ça que c'est important. Ils sont mariés, et jusqu'à sa mort, il restera marié avec votre maman. Absolument. En dépit de tout, en dépit des infidélités, en dépit des maîtresses, en dépit de Madeleine Bamy à la fin de sa vie. Oui. Et vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, au démarrage, ils sont amis. Et ma mère a toujours insisté là-dessus quand elle m'en parlait, en disant, tu comprends, on a été des véritables amis avant de passer à l'amour. Et donc, il y avait déjà cette notion d'amitié qui fait qu'entre amis, on se dit des choses, on s'envoie des petites piques. On était amis, on avait les mêmes valeurs, la disponibilité, la générosité. Ma mère a exactement les mêmes valeurs de vie que mon père, même si elle les a pratiquées autrement. Mais ils ont été à la même école de la vie, à l'après-guerre, en se disant, voilà, on a un rêve, c'est de construire quelque chose de nouveau dans cette société. Oui. Il y a un témoignage, Pierre Brel, qui écrit dans ce livre, vous le citez, il dit « Mais je n'ai pas compris quand il m'a amené cette femme, Mich Brel, je croyais qu'il allait m'amener cette grande brune avec qui il allait, mais en fait, il m'amène cette petite blonde qui est plutôt rondouillette, ça m'a surpris, c'était pas celle à laquelle je m'attendais. » Effectivement, parce que, en fait, Pierre, le frère aîné de Jacques, est réquisitionné par ma grand-mère, par la mère de Jacques, qui dit « Attends, il faut absolument que tu viennes à la maison, parce que Jacques va nous présenter officiellement sa fiancée. » Et tout le monde s'attend à voir la grande brune, qui s'appelait Suzanne, entre parenthèses. Et mon père avait effectivement cette relation, ce premier amour, 16-17 ans avec Suzanne. Et puis, du jour au lendemain, il décide que c'est Mich, que c'est ma mère, et je crois essentiellement que c'est parce que ma mère a tout de suite été un merveilleux public pour mon père, et elle avait le talent de rire au bon moment. Et pour Jacques, c'était important. Oui, il fallait rire. Regardez encore un extrait de ce film, Le Pacifique. Il parle de ses enfants, donc de vous. Écoutez. D'abord, elle m'apporte un poids. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Absolument pas de problème. Elle m'apporte un poids. S'il faut donner des noms à tout ça, c'est compliqué. Mettons privation de liberté, relativement. Elles sont des témoins. Ça, c'est très agaçant. Quand on se pique de vouloir vivre librement, elles sont des témoins, elles m'observent. Elles me jugent, bien sûr. Elles ont raison. Elles m'apportent ça qui est agaçant. D'un autre côté, elles m'obligent, mais ça, elles ne le savent pas, et je crois qu'elles ne le sauront jamais. Parce que mon père a peut-être fait ça, et je ne l'ai jamais su. Elles m'obligent à aller plus loin. Oui. Oui. C'est vrai que, bon, elles sont un poids. Oui, mais je comprends très, très bien. C'est une contrainte. Oui, et elles me jugent. Oui, il est profondément sincère. C'est vrai. Ça se passait comme ça. Vous le regardiez comme ça, votre père? Oui, mais on était un poids, on savait très bien. Brel et la paternité, c'était pas évident. Enfin, quoi. un poids, il n'était pas tout le temps à la maison. Mais non, il exagère un peu, mais bon, parce que c'est son tempérament. Mais c'est comme ça, oui. Il aurait préféré ne pas être père de temps en temps, oui. Parce que c'est ça qui est intéressant. Il est tout à fait sincère quand il dit, voilà, oui, elles m'observent, elles sont témoins, ça m'agace. Elles me jugent. Oui, alors ça, oui, il va un peu plus loin. Mais enfin, alors c'est vrai que bon, on était des adolescentes, on pouvait avoir un avis. Mais moi, ce que je préfère, c'est le côté témoin. Quand il dit, oui, elles sont des témoins. Parce que même dans le silence, les enfants sont témoins. Et moi, j'aime beaucoup ce passage dans le film parce que je trouve qu'il est très sincère. Oui, cet amour, on en parlait à l'instant avec Mich, avec votre maman, il y a des lettres très, très sensibles. D'ailleurs, elle lui dit, on boira du Porto ensemble. Votre maman, elle lui écrit, elle lui dit, ce soir à 17h, j'irai à l'endroit, au Porsche, où tu m'as embrassé la première fois. C'est presque déjà des chansons. Des idées de chansons, de ce que votre père va chanter. Oui, et quand on écoute un peu les interviews de mon père, mais tout à fait ultérieures, évidemment, quand il est déjà dans sa carrière de chanteur,
on est en droit de se demander s'il n'y a pas des liens avec cette enfance, avec cette adolescence, avec cette jeunesse. La jeunesse a été fondamentale et peut-être que c'est aussi pour ça qu'il n'a jamais eu envie de vieillir, parce qu'il voulait garder ce tempérament de la jeunesse qui découvre tout. Et c'est vrai que, bon, voilà, ils se sont embrassés pour la première fois sous une porte cochère, début janvier, et il pleuvait. Et ma mère s'en souvient, alors que mon père est toujours en train de bouger, mais elle va un peu déjà en pèlerinage 6 mois après le premier baiser. On a l'impression aussi, parfois l'amitié et l'amour se mélangent. D'ailleurs, il écrit des lettres à ses amis en leur disant « je t'aime ». Et il y a Jojo, bien sûr, qui était son grand ami, dont la mort va être un drame pour Jacques Brel. Et c'est votre maman qui en parle. Écoutez. Jacques a été, je vais dire, anéanti, et le mot n'est pas trop fort. Et il m'a dit, tu comprends, Jojo, je l'avais choisi, mon frère, on me l'a imposé, donc c'était lui mon frère, c'était lui mon ami, c'était une amitié pas très particulière, non, c'était une amitié d'homme. Oui, c'est vrai, une amitié d'homme. Et ça, c'est l'amour de sa vie, de son amour d'enfance qui le juge, qui dit, votre maman dit, c'était une amitié d'homme. Oui, parce que je crois que ma mère a toujours eu un énorme respect pour l'entourage de mon père. Et Jojo avait une place très particulière parce qu'il n'y avait pas de rivalité entre Jojo et ma mère. C'était chacun son territoire. Les deux riaient. Les deux étaient les seuls à pouvoir dire des choses un peu moins banales ou moins de compliments à Jacques. Donc, ils étaient toujours dans un rapport de vérité. Et Jojo et ma mère avaient ce rapport avec Jacques en disant « Tu ne crois pas que là, tu pousses un peu ?» Personne d'autre n'osait lui parler comme ça durant toute sa carrière. Et ça, c'était merveilleux. Donc, ils s'entendent très, très bien. Et ça n'a pas été toujours le cas. Parce que par le regard d'autres femmes, d'autres amies de mon père, elles n'aimaient pas beaucoup Jojo, parce que Jojo était la priorité chez mon père. Oui, oui, parce que, alors, on va dire, il a fait des chansons, évidemment, il a chanté Jojo, il a chanté l'amitié, mais de l'autre côté, pour les femmes, il a chanté aussi des chansons, Les filles et les chiens, les filles ne ressemblent qu'aux femmes, et comme je ne suis pas sûr, comme chante un certain, qu'elle soit l'avenir de l'homme, disait-il dans son dernier disque. Donc, il y avait je veux dire, on a l'impression qu'il préférait l'amitié. Oui, certainement. Et encore une fois, je reviens là-dessus, et mon père et ma mère étaient des amis. Donc le principe d'amitié, pour lui, la porte est plus grande, le paysage est plus large, il y a des choses qui peuvent être faites. Alors que dans l'amour, mon père va tout de suite se sentir plus à l'étroit. Et il le dira d'ailleurs dans les films aussi, il dit « Oui, alors dans l'amour, on fait des promesses, on ne tient pas ses promesses, tout devient compliqué, il faut avoir un agenda précis. » C'est pas son truc. Oui, non mais attendez, quand il dit « Je veux aller voir là où on craque. Je veux aller voir jusqu'où on peut aller, jusqu'à craquer. » Il a une espèce d'attirance vers presque la mort. Alors, si vous voyez la mort comme ça, pourquoi pas? Mais en fait, ce n'est que la vie. Il veut savoir jusqu'où la vie va pouvoir l'amener. Chaque fois que mon père parle de la mort, il y a l'idée de la vie qui est derrière. Quand on lui disait « Mais Brel, c'est quoi alors pour vous la vie ?» Il dit « La vie, c'est pas mourir. » Mais il y a ces deux notions qui sont... Mon père est un funambule de la vie. C'est-à-dire qu'il veut aller voir plus loin. Il sait très très bien qu'il marche de temps en temps sur un fil. Et il risque de tomber. Mais cette notion de « je risque de tomber » est permanente chez lui. Et ça donne une qualité au pas supplémentaire que l'on va poser en posant son pied devant soi sur le fil. C'est un équilibriste. Et il aime ce point de déséquilibre. Parce qu'il déteste la prudence, il déteste ce qui est sérieux, il déteste la certitude. Mais marcher sur un fil toute sa vie pour voir où l'on va tomber, oui. Écoutez, c'est lui qui en parle. Jacques Brel. Je crois que, j'aimerais bien pouvoir encore faire des quantités de choses, côtoyer des quantités de gens, aller voir où je vais craquer. Ça, c'est formidable. J'ai évidemment un manque total de mesure, c'est certain. J'essaie de vivre. Je crois que c'est pas une question de métier, vivre. J'essaie de vivre. Non, ce n'est pas facile. Mais c'est passionnant. C'est tellement passionnant que c'est formidable. C'est formidable. Aller voir tout, voir où on va craquer. Parce qu'un jour, je vais craquer. Tout le monde craque. Un jour, je vais craquer. Tout le monde craque.
Oui. Mais c'est formidable. Il veut aller voir là où on va craquer. Oui. C'est dingue. non, mais moi j'ai été élevée dans ce bouillon, si je puis Ah dire. oui, c'est pas. Et je trouve ça On peut fabuleux. pas dire que c'est un père très simple. Ah non, je suis désolé. Je trouve au contraire qu'il est très très simple. Il va à l'essentiel. Regardez cette image, Mich. J'ai dit Mich. Oh, France. J'ai interviewé votre maman. Peut-être qu'on aura le temps tout à l'heure de voir un extrait de cette interview d'il y a 20 ans. Regardez cette photo, France. Oui, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. On est à Montreuil. Et donc, une toute petite maison, et je dois avoir 3 ans et demi, et donc ce qui veut dire qu'il vient de connaître son premier succès avec Quand on a l'amour. Et je pense en fait que toute ma vie, c'est ce regard. Parce que déjà à ce moment-là, je suis totalement fascinée par cet homme. Et toute ma vie, ça va être ça. Un regard. Vous êtes fasciné par votre père à un point. Pourtant, il n'a pas été toujours d'une tendresse avec vous. Mais ça n'a rien à voir. On peut être fasciné par... On va parler de votre voyage avec lui quand il vous amène sur le bateau. Là où à un moment, il vous dit d'ailleurs, tu vas m'appeler plus Jackie, tu vas m'appeler Jacques. Oui. Et vous dites d'ailleurs dans le livre, désormais j'ai tenu cette promesse, je dirais c'est Jacques. Oui. Votre papa c'est Jacques. Oui, c'est Jacques, parce qu'il m'a demandé de l'appeler comme ça, et vous avez vu comment je le regardais, donc je lui obéis et je suis ravie. Et puis surtout Patrick, c'est parce que vous aussi vous l'appelez Jacques. Parce que si je commence à l'appeler papa, j'aurais l'impression de parler de quelqu'un d'autre. Et pour être au plus proche des personnes, effectivement, quand j'en parle, je dis Brel ou Jacques, parce que vous l'appelez comme ça. Nous parlons bien du même homme. Oui, regardez là, cette photo-là, on va la revoir. Hein, vous êtes adolescente un peu plus. Hein. Ah ben là, je l'ai vue passer, oui, elle est là. Ça, c'est juste au moment, il m'a demandé de partir avec lui. Et donc là, donc on est en 73, en Belge. Et voilà, et on va bientôt quitter Anvers et monter sur le bateau. Oui. La question, c'est est-ce que c'était une forme de suicide, ce voyage? Regardez, encore un extrait de votre film. Et je me suis retrouvée face à un homme qui m'avait donné l'image d'un combat quotidien, d'un combat perpétuel. C'était quelqu'un qui disait sans arrêt, il faut se battre, et il faut se pousser tous les jours, il faut aller au-delà de soi-même. Tout d'un coup, c'était non. Tout d'un coup, c'était... Il s'en remettait. Tout d'un coup, c'était... Oui, c'est ça, il voulait plus se battre. Et alors, il était face à sa fille, moi, une de ses filles, qui attendait ce combat, qui ne venait pas. Et puis surtout, qui a horreur du drame, j'ai horreur du drame. Donc, je ne voulais pas rentrer dans un drame. Et à côté de lui, il avait une personnalité totalement différente qui, elle, Madeleine, était dans la compassion, ne fais pas ceci, attention, et cela, mais non. Et j'avais l'impression que Jacques était plus pris par cette bulle, je dirais, de protection, alors que moi, j'avais envie, ne fût-ce qu'avec mes yeux, de provoquer un combat, de provoquer quelque chose. Et ça, je ne l'ai plus jamais vu, plus jamais vu. Ouais, ça, c'est votre témoignage dans le film. Oui. Oui, vous vouliez que votre père se batte, qu'il sorte de sa bulle. Oui, et surtout qu'il ait une attitude... pour ne pas baisser les bras, j'aurais voulu qu'il... Mais il n'avait plus assez d'énergie, et Jojo était décédé. Et donc là, comme il l'a fait de temps en temps dans son existence, il a eu une attitude de fuite, donc se fuir lui-même, fuir une réalité. Et donc c'est de ça dont il avait besoin, mais moi je ne l'avais jamais connu au quotidien comme ça. Donc c'était la première fois, mais je sais qu'il a eu cette attitude avec ma mère, qui l'accompagnait, ou même avec d'autres femmes. Mais moi, c'était la première fois que j'étais face à un homme. D'habitude, quand il rentrait à la maison, c'était, voilà, il faut faire ça, il faut s'intéresser, il faut être curieux, il faut faire des choses. Et là, tout d'un coup, c'était quelqu'un qui n'avait plus envie de rien. Vous avez découvert finalement cette fragilité de ce père immense, de ce père admiré. Oui, et puis surtout, quelqu'un qui, au moment où il est fragile, et je peux le comprendre, va à l'essentiel, et son essentiel à ce moment-là, c'était autre chose que, encore une fois, la famille ou autre chose que ses filles. Et je peux le comprendre. Mais du coup, la conséquence de ça, c'était que moi, j'avais plus de place sur ce bateau. Oui, d'ailleurs, il vous le dit, en gros. En gros, on peut le dire, oui. Il me dit, parce que la situation était devenue totalement différente. Il m'avait quand même demandé de partir en mer avec lui pendant 3 ans, en me précisant, le jour où il m'en a parlé pour la première fois, en disant, il y aura des femmes dans les ports.
ce qui n'est pas du tout un problème. Mais ça n'a pas été Comment ça. ça, il y aura des femmes dans les ports? Ben oui, alors. C'est-à-dire, Eh ben, ça veut dire que des femmes seraient arrivées et aux escales, un tel serait arrivé. Ou je n'en sais rien. Il me dit ça, je vous le répète, parce que j'ai une bonne mémoire. Donc ce sont ces mots. Mais moi, je ne savais pas qui, effectivement, allait vraiment venir. Ma mère devait venir. Je sais qu'une autre dame devait venir. C'est pas un problème. Mais le problème a été que, en fait, la personne qui était avec nous, à savoir Madly, n'a jamais débarqué. Et donc, je me disais, mais comment les autres vont arriver si elle ne débarque pas? Et donc, c'était un peu complexe. Oui, c'était comment l'ambiance à bord? C'était triste au fond, quelque part. Il y avait cette fuite. Il y avait une tristesse, oui. Il y avait une tristesse. Mais c'était beau aussi. C'est ça qui est extraordinaire. Parce que c'était à la fois extraordinaire d'être près de cet homme qui était dans cette telle souffrance, dans un paysage extraordinaire, la mer, le ciel, c'est quand même merveilleux tout ça. Et de vivre ça avec cet homme extraordinaire, et c'est comme si on avait étalé comme ça toutes ces fragilités. Et c'est là où on peut faire le point, et c'est là où je me suis vraiment dit, mais la paternité ne l'intéresse absolument pas. Et donc j'avais l'impression que je pesais un peu. Donc que ma présence n'était pas... Ça fait mal. Ça vous a fait mal, France? Non, ça m'a décidé à partir. Non, parce que non, ça fait pas mal. Ce qu'il y a, c'est qu'à ce moment-là, il faut changer d'orientation. Qu'est-ce que j'allais faire? J'allais rester là et être dans quelque chose qui ne me regardait plus, parce qu'eux faisaient couple comme ça, avec tout ce que ça comportait. Et donc, je me suis dit, il faut changer d'orientation. Et là, voilà, ce projet n'est plus le projet initial, et donc il faut l'accepter. Et donc, ça veut dire que d'autres choses vont arriver, et il faut partir. Et ça... J'aime bien. Oui. Parce que ça, moi je dis toujours, il y a une porte qui se ferme, mais il y a une porte cochère qui s'ouvre à côté. Et donc, mais moi je me suis sentie très bien en partant. Bon, c'était un peu chamboulé comme ça, parce qu'il était malade. Oui. C'est ça surtout, il était malade. Et c'est pour ça que je suis restée 1 mois à Fort-de-France en me disant, peut-être qu'il va vouloir me voir. Et je ne suis restée à Fort-de-France 1 mois que pour l'éventualité où tout d'un coup il m'aurait fait signe. Et comme il ne m'a pas fait signe après 1 mois, je suis partie. Oui, vous avez même raconté que vous aviez été vers le bateau. Oui. Et que c'est Madly à bord qui vous a dit non, pas la peine de monter. C'est exact. Oui. Et donc ce qui m'a... Alors, pardon, c'est dur encore ça, excusez-moi. Hein. Oui, non, je suis d'accord, Oui. c'est dur. Mais la vie n'est pas facile, je veux dire, pour personne. Oui, mais voilà, mais vivre des choses comme ça, à 21 ans, ça construit. Ouais. Ça construit et je pense... j'aime bien l'expérience de la vie. J'aime beaucoup ça. J'aime pas me plaindre, mais dans chaque expérience, il y a toujours quelque chose d'un peu douloureux. Mais voilà, ben, c'est le boulot. Il faut passer au-dessus, il faut traverser, il faut aller plus loin. Ouais. Et aujourd'hui, je témoigne et je parle de ça. Et c'est pas du tout parce que c'était dur que ça continue à être difficile. Ouais. Il faut pouvoir se dire que les situations que l'on vit et cette admiration que j'avais pour Brel n'a rien changé. D'ailleurs, la première chose que j'ai dit à ma mère quand je suis arrivée à Bruxelles, j'ai dit, je ne lui en veux pas 30 secondes, parce que j'avais touché un peu d'exceptionnel. Et ça, c'est un cadeau merveilleux. Oui. Écoutez, votre papa, qui parle justement de ce dialogue avec la mort, l'immortalité. Écoutez, Jacques. C'est fait pour bouger, c'est pas fait pour s'arrêter. C'est fait pour continuer, pour mourir en mouvement éventuellement. Mais ça n'est pas fait. Tout le malheur vient de l'immobilité, toujours. On use les choses en étant immobile. Et maintenant, je crois que les gens se croient bien portants. Et de se croire bien portants à se croire éternel, il n'y a qu'un pas. Et me semble-t-il par moments, un certain nombre de leurs problèmes sont des problèmes d'immortels, alors qu'on est mortel. Et c'est dans ça que je veux dire qu'il faut aller voir. Il faut savoir tous les jours qu'on est mortel. Et l'idée de la mort n'est pas une idée triste, c'est une idée d'une salubrité fantastique. Il y a plein de problèmes qui sont des problèmes d'immortels, et qui ne m'émeuvent donc pas. Hein. Incroyable. C'est incroyable. Ces mots, la force de ces mots. Oui, mais il est sincère, il le pense vraiment. Et Ouais. c'est comme ça qu'il a mené sa vie. Il a mené sa vie sur des valeurs totalement essentielles. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. La vie, la mort. Oui, l'idée même que ça sera court, et que c'est nécessairement mieux que ça soit court, presque.
Pourquoi pas? Oui. Pourquoi pas? C'est lui. Parce que, et c'est ça, encore une fois, je reviens au livre, c'est pour ça que le troubadour, c'est vraiment ces 3 années où il va se dire, il a une soif de vivre extraordinaire. Il n'est pas encore artiste, mais c'est un artiste sur quelqu'un d'exceptionnel. C'est pour ça, il interprète ses chansons comme un être exceptionnel et l'artistique vient au-dessus. Et c'est Oui. ça qui fait aussi Oui. la force de Brel. Oui, mais un mot encore, on va parler du livre Le Troubadour, de cette enfance, cette jeunesse. Mais un mot encore sur cette mort de votre papa, pardon. Mais la fuite des journalistes, traqués, Paris, le dernier album, et puis encore les journalistes qui le poursuivent, même mort. On cherche encore à le photographier. C'est une forme de tragédie, la fin de votre papa. C'était comme ça. Oui, ça n'a... Oui. J'aime pas le mot tragédie parce que... Mais... Honnêtement, je peux pas décrire parce que je ne connais que ça. Vous savez, quand vous avez baigné dans un monde où tout est un peu autre, c'était étrange, il y a beaucoup de choses à dire. Mais c'est pas une tragédie. Et puis n'oubliez pas une chose aussi, c'est que mon père ne comprenait pas non plus pourquoi on le poursuivait comme ça, au point de vue journalistique. Parce que je le pense encore maintenant, c'est que mon père ne savait pas qu'il était Brel. Les journalistes le savaient. Lui, c'est un mec qui s'appelle Jacques et qui un jour avait arrêté de chanter. Et donc, il avait une sensibilité d'être humain en se disant, mais pourquoi tout ça? C'est comme quand il a enregistré son dernier disque. Il ne savait pas qu'il était Brel. Il avait un trac fou. Il se disait, mais tout le monde m'a oublié. Il n'avait pas la conscience d'être Brel. Mais en même temps, il fuyait tous ces photographes. Sur son bateau, il était comme traqué. À Paris aussi, il se cachait. Oui. Ben oui, mais alors... Oui, bien sûr, il est traqué, mais alors, il faudrait poser la question aux journalistes, pas à mon père. Oui. Mais qu'est-ce qu'il fuyait, en fait, par rapport à ça, votre père? Vous savez, on parle beaucoup de fuite par rapport à Jacques, et vous avez raison. Mais si lui décide de se fuir, ça le regarde. Et il n'a pas envie qu'une caméra ou un objectif fixe ses fuites. C'est sa manière à lui de vivre et il n'a pas envie qu'on rentre dans cette intimité. Toute sa vie, il va faire ça. Oui. Il va jamais supporter qu'on habite à Paris, justement, à cause de ça. Donc, il nous a préservé de tas de choses et il a voulu continuer à être préservé dans sa vie privée. Et l'intrusion, il ne le supportait pas. Oui. Mais est-ce qu'il s'est, au fond, battu pour vivre? Est-ce qu'il aurait voulu vivre? Je pense que la mort de Jojo a changé énormément de choses. Moi, je dis toujours que Jojo, c'était donc son frère, c'était quelqu'un qui était sa deuxième jambe, c'était quelqu'un qui faisait totalement partie de sa vie, totalement. Et le décès de Jojo a débranché certains plombs, je dirais. Oui. Votre maman a même dit dans une interview, on l'entend dans un de vos films, c'est ce qui a provoqué son cancer, la mort de Jojo. C'était une tristesse, alors qu'il s'en doutait. Et en plus, il a raté les derniers instants de Jojo. Là, il a dû avoir des remords épouvantables. Et une vie sans Jojo, une vie sans rire, une vie sans cette complicité, une vie sans cette affection, sans ce lien, c'était difficile. Mais au fond, et ça, c'est peut-être difficile, France, mais il est mort tout seul, votre papa. C'est quoi tout seul? Il est mort tout seul. Oui. Je crois qu'on meurt tous tout seuls. Mais vous ne me posez pas la question à moi. Oui, il est mort seul, au petit matin, à Paris. Mais vous voyez, avec Jacques, ça ne m'étonne pas. Et pourtant, il le dit dans une interview, j'aimerais bien ne pas mourir tout seul. Mais voilà. Il est parti comme il est arrivé à Paris. Personne ne l'attendait. Et il est parti doucement. Moi, je me souviens, quand il était pas bien, mal dans sa peau, il fallait que personne ne le regarde. Il se cachait, il se mettait dans l'ombre. Et c'est comme ça qu'il est parti. Oui. C'est émouvant d'entendre « Demain, l'on se marie ». C'est une de ses toutes premières chansons, parce que ça, évidemment, c'est le gamin troubadour. Votre papa, ce livre est formidable, édité par la Fondation Jacques Brel. Hein. Et dans ce livre, vous racontez ces années-là, au fond. Il ne sait pas ce que va être l'avenir. Pas du tout. Oui.
Pas du tout. Il ne sait pas de quoi sera fait l'avenir, mais il veut vivre. Ouais. Et alors on entend cette voix de femme qui chante, et c'est la voix de Jacques Brel. A bercé notre vie d'une chanson jolie qu'à deux nous chanterons. Nous forcerons l'amour, si tu le veux, mamie, à naître de nos vies que l'humble forgeron. C'est vrai parce que là, c'est les débuts, les tout débuts, hein. Mais il est déjà question de forcer. Ouais. Vous voyez? C'est déjà la vie où on essaye de forcer. Et on va forcer le destin dans une autre chanson aussi qu'il a déjà interprétée, qui est Quand on a que l'amour. Donc pour Jacques, la vie, il faut la forcer, il faut y aller. La vie, c'est pas rien que faire son quotidien. Il faut forcer les choses. Ouais, ouais. Mais là, dans cette histoire, ces 3 années, vous dites, essentielles dans sa vie que vous racontez dans ce livre, il y a un moment, il va devoir aller travailler à la cartonnerie. Et finalement, vous dites, au fond, il doit se résoudre parce qu'il a raté l'école. Et ben, il va devoir se ranger au destin que ses parents veulent pour lui. Le contraire de forcer. Ouais. Et un jour, il forcera un départ. Voilà. Et donc, c'est là où on met tout en place pour... il va connaître ce qu'il va fuir toute sa vie, l'ennui. Ouais. Et il va connaître l'ennui à la cartonnerie. Il va connaître l'ennui au service militaire. Et après, ben voilà, il va connaître l'ennui de l'usine et un jour, il dira, c'est fini. Et plus jamais, il ne voudra connaître l'ennui. Ouais, ouais. On va entendre une autre de ces chansons. Celle-là, c'est un immense succès du temps où on m'appelait Jackie. Et au fond, c'est vrai, ce temps-là, c'était cette enfance-là. Hein? Il rêvait d'être beau et con à la fois. Hein? Seulement pendant 1 heure. Oui, pendant 1 heure. Mais du temps où on l'appelait Jackie, c'était quoi l'univers de Jacques? Ben, l'univers de Jackie, alors, ben, c'est le Jackie qui s'amuse, qui sort. On l'appelle encore Jackie à ce moment-là. Ouais. Hein, parce qu'on va arrêter de l'appeler Jackie quand il débarque à Paris. Parce que là, il s'appelle Jacques. Et sans quoi, c'est avant. Mais l'aventure de Paris... Ouais, ouais. On voit un moment, un petit carton dans le livre. Les documents, il y en a beaucoup, c'est formidable, les références aux chansons. Mais un petit document dit « L'amuseur, Jackie Brel ». Et alors, il y a une caricature. En fait, il est amuseur sur scène. Mais oui, parce qu'avant de chanter des chansons, on va l'engager pour raconter des blagues. Parce que Jacques aime rire. Et est-ce que vous avez vu la carte de visite qu'il reçoit quand il rentre à l'usine? Oui. Il est marqué directeur. Alors en fait, mon père est un directeur et un amuseur du dimanche. Et c'est là où il va se dire, ces 2 vies parallèles, il faut un jour qu'elles se croisent. Ouais. Et c'est ça qu'il va choisir. Écoutez ça, la chanson de Jackie. Beau et con à la fois. Même si un jour à Macao, je deviens gouverneur de tricot, cerclé de femmes languissantes. Même si là, Ça, c'est quand même dingue, l'univers de votre père. Ce sont des contes, des personnages qu'il s'invente. Et c'est vrai qu'on voit déjà à l'origine, vous parliez de Saint-Exupéry, il est déjà dans ses rêves du Petit Prince, dans les rêves de l'imaginaire, comme ça. Oui. Dès le départ, il veut écrire des contes, il veut écrire des histoires. Oui, dans le livre Le Troubadour, il a un conte pour rire ou pour pleurer, où il raconte des choses. Mais vous parlez de l'univers de Jacques en écoutant la chanson qui est là, c'est aussi toutes les rencontres qu'il a faites. Hein. Parce que Jacques, c'est un piqueur. Jacques, c'est quelqu'un qui va écouter les gens et toutes les rencontres vont l'inspirer. Et donc, ces personnages, il les a en lui, mais il a besoin d'une phrase d'un tel, la réflexion de quelqu'un d'autre. Et il écoute et il ne peut pas aller se coucher. Il faut que les conversations continuent et il a envie de connaître la vie des gens pour créer des personnages. Il y a un peu de lui, mais il ne dira jamais le pourcentage. Oui, oui, quand même incroyable. Parce que derrière cette œuvre, parce que vous faites référence dans le livre à des chansons comme ça, qui vont arriver après, mais qui finalement racontent quelque chose d'avant. Il y a une cohésion de tout ça, y compris d'ailleurs les futures rencontres. Vous racontez des destins parallèles. On voit François Robert, on voit Jacques Canetti. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tout ça se met en place. Il y a un truc complètement dingue chez votre père. Oui, parce qu'il est curieux. Il est curieux de la vie et c'est pour ça que je parle des autres, parce qu'il va les rencontrer, Catherine Sauvage, Juliette Gréco, et puis il y a toujours cette rubrique auquel je tiens, qui est Pendant ce temps-là. Et pendant ce temps-là, par exemple, on est en 47, qu'est-ce qui se passe? Jacques Tati. Jacques Tati sort ses premiers films.
Et alors là, c'est jour de fête, donc le titre du film de Jacques Tati, et Jacques est subjugué par Jacques Tati. Et il y a même des images dans les films, dans le film de Franz notamment, le premier film qu'il a réalisé, il y a des plans où Jacques court le long de la mer avec les bras de Jacques Tati. C'est incroyable. Et Jacques Tati va utiliser aussi des bandes sonores de manière très particulière, c'est-à-dire qu'il gomme les dialogues, c'est seulement des bruits de fond, et Jacques va utiliser la même technique dans Franz. Et je veux dire que je parle de Jacques Tati parce que Jacques Tati, c'est quelqu'un qu'il va admirer. Mais en même temps aussi, je parle de ce qui se passe dans le monde politique. Ça va être les femmes qui vont pouvoir enfin voter en Belgique. Voilà, je remets Jacques dans son contexte parce qu'il est le fruit de toute cette période. Ouais. Et une chanson qui marque. Finalement, au fond, on a l'impression qu'il dit de tout ce qu'a été sa vie. Écoutez cette voix, La Quête. Rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler d'une possible fièvre, partir où personne ne part. Ça, c'est évidemment L'Homme de la Mancha. Et puis, on va entendre Jojo. Ça, c'est le tout dernier album. Et là, il chante Jojo avec une guitare. C'est bouleversant. Et on a l'impression que c'est comme un testament à ce moment-là, la voix de votre père. Oui, tout est dit au fond. On a envie de lui renvoyer l'appareil. 6 pieds sous terre, Jacques, tu n'es pas mort. Oui, Jackie. absolument. Moi, je l'imagine quand je l'entends chanter, je l'imagine sur sa terrasse aux Marquises. Il regarde le ciel, il regarde la lune et la mer, et il chante ce qui est dans son cœur, et comme quoi, où que l'on soit dans l'existence, on chante ses chansons personnelles. Et voilà, oui, Jojo, tu n'es pas mort, et Brel non plus. Oui, c'est un troubadour. C'est un joli mot, le troubadour. Je trouve France. aussi. Je trouve aussi. Parce que ce troubadour, il va peut-être avoir l'idée d'en devenir un par le film de Marcel Carné, qui est Les Visiteurs du Soir, où il y a les 2 troubadours qui arrivent. Et ce troubadour va se retrouver dans ses premières chansons. Il va écrire une chanson qui s'appelle Le Troubadour, et qui est aussi exceptionnelle, et où tout est dit, toute sa vie est décrite. Et voilà le troubadour. Il a envie d'être un troubadour, mais il ne le sait pas encore. Il sera l'auteur des chansons du troubadour. Ouais. On a l'impression que toute votre vie, France, tout ça, tout ce que vous faites pour lui, encore maintenant, c'est pour lui dire, comme pour lui dire je t'aime. Mais je ne suis pas Ouais. seule. Oui, mais vous, Oui. quand même, c'est particulier. Oui, c'est particulier, Oui. mais j'ai tellement l'impression qu'il y a tellement de gens autour de moi qui disent la même chose. Moi, que je ne suis qu'un porte-voix. Oui. Et j'ai vraiment l'impression de temps en temps que je suis poussée par les voix des autres, mais ce sont mes cordes vocales Oui. qui le disent. C'est tellement important de pouvoir se dire, on aime des gens, ils ont quelque chose d'exceptionnel, ils nous apportent quelque chose. Et c'est surtout de l'ordre de l'émotion, et nous en avons tellement besoin. Oui, oui, mais lui dire, au fond, peut-être ce que vous n'aviez pas pu lui dire quand il était là dans vos bras. Bon, Ouais. alors, je vais vous dire un truc. On revoit la photo, d'accord? Ouais. Cet instant-là, ça dure. Les photos, ça dure aussi, c'est pas mort. Et je pense que mon père et moi, jusqu'au bout, avec ce regard-là que nous avons eu jusqu'au bout, il l'a très bien compris. Mais si je peux en plus le dire au nom de tout le monde, je suis contente. Ouais.
Et on lui dit ensemble. Allez, avec vos cordes Et de vocales. votre part aussi. On l'aime. Le troubadour, c'est Jacques Brel, ses souvenirs, ses témoignages tendres, ses documents absolument incroyables, publiés avec la Fondation, ce livre, cette chronique d'une vie. Et il y en aura d'autres des chroniques. Tiens, on va se quitter avec peut-être Jojo, encore cette voix magnifique de votre papa, et vous dire merci France. Et le voyage avec votre père continue, comme le bateau qui prend encore et toujours le large. Oui, Ouais. et la vie continue. Et l'amour continue. Merci. J'ai Merci. plaisir à te dire que la nuit sera longue à devenir demain. Jojo,